Bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de cas pratiques de droit du travail, donc qui concerne les relations individuelles de travail. Alors c'est un cas pratique qui touche à des thèmes qui tombent très fréquemment en partiel. C'est l'idée du cas pratique, c'est justement de vous permettre de réussir vos partiels par la suite, donc autant voir les thèmes qui tombent souvent. On va voir la période d'essai, le thème de la clause de non-concurrence, on va parler un peu du thème de la rémunération avec le calcul du SMIC, le thème du temps de travail également, et puis, thème très important, le thème du licenciement. Alors comme la vidéo serait un peu longue si je traitais tout le cas pratique dans une seule vidéo, à mon avis ça ferait une vidéo de 1h30 au minimum, je préfère diviser la vidéo en 5. Donc on vous mettra un lien vers la playlist qui reprendra l'intégralité de ces vidéos. Donc il y aura une vidéo sur la période d'essai, qui sera celle-ci, une vidéo sur la clause de non-concurrence, une sur la rémunération, une sur le temps de travail et une sur le thème du licenciement. Donc ça fera 5 vidéos qui sont des corrections en réalité du même cas pratique, c'est-à-dire ce cas pratique-là que théoriquement vous pouvez faire à peu près en 3 heures. Alors c'est assez blindé, donc si vous mettez en 3h30, c'est bien aussi. Mais voilà, comme ça, vous pouvez regarder chaque vidéo individuellement et on va commencer dès maintenant. L'énoncé du cas pratique figure sur l'article sur le site internet, donc qui est en lien dans la description de la vidéo. Je vous renvoie à cet article pour lire le cas pratique. On ne va pas le lire ensemble, je pars du principe que vous l'avez déjà lu, puisque ici il s'agit surtout d'une correction. Donc on va passer tout de suite à la correction des 3 premiers cas pratiques. On fera les 2 derniers cas pratiques dans la deuxième partie. Alors d'abord sur le cas numéro 1. Donc le cas numéro 1, c'était un cas pratique qui concernait la période d'essai. Donc je voudrais voir un peu avec vous comment est-ce qu'on rédige un cas pratique sur la période d'essai. Donc vous avez un salarié qui a conclu un contrat de travail le 1er mars 2019 en qualité de comptable. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois. Ça c'est important, on le précise dans les faits puisque c'est un des éléments qui va poser problème. Ainsi, deuxième élément important, que la possibilité de le renouveler une fois. Le 30 avril suivant, la période d'essai du salarié a été renouvelée. Ça aussi c'est important puisqu'on va parler ici du renouvellement de la période d'essai. Puis le 31 mai 2019, l'employeur décidait de rompre son contrat de travail. Donc vous l'avez compris ici, le problème porte sur la rupture de la période d'essai, mais aussi sur les conditions du recours à la période d'essai. Donc le salarié souhaite intenter une action devant le conseil des prud'hommes compétent afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors sachez que ça c'est un cas pratique qui peut tout à fait tomber en partiel, mais c'est un cas pratique qui est inspiré directement de faits réels. C'est très fréquent que les avocats soient contactés pour des personnes qui souhaitent contester la rupture d'une période d'essai. En pratique, ça ne vaut pas vraiment le coup de prendre un avocat quand il s'agit simplement de contester la durée de la période d'essai puisque les montants sont trop faibles par rapport à ce que la personne va payer l'avocat. Mais bref, en tout cas, ce sont des cas qui arrivent souvent. Alors, pour tout ce qu'on va voir à chaque fois pour le cas pratique, c'est pas obligatoire de faire un plan. Simplement, notamment pour la matière de droit du travail, qui est une matière qui est relativement complexe, il faut le dire, puisque c'est une matière qui est étudiée en 3e année, donc on suppose que l'étudiant a déjà des connaissances, il vaut mieux faire un plan. Moi, je conseille toujours de faire un plan, ne serait-ce que pour permettre à votre correcteur de mieux lire, et pour vous aussi, ça vous permet de mieux vous organiser. Donc les plans qu'on va voir ici, vous pouvez très bien les réutiliser, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple d'utiliser ces plans en cas pratique. Alors on met toujours les faits au début, ça sert à rien de les reprendre plusieurs fois. Et puis après, on va mettre le plan. Et à l'intérieur du plan, on mettra notre problème de droit, solution en droit, solution en l'espèce, conclusion. Alors toutes ces parties-là, problème de droit, solution en droit, solution en l'espèce, etc., vous n'êtes pas obligé de les reproduire dans votre copie. Il faut voir quelles sont les consignes dans votre université. Mais moi, je vous les mets pour que vous puissiez bien voir où c'est. Dans tous les cas, vous devez, quand vous rédigez une copie, suivre la même structure, c'est-à-dire faire un paragraphe et sauter de ligne et mettre un alinéa à chaque fois que vous changez de partie. Il faut vraiment aérer le plus possible votre copie pour la rendre agréable à lire par le correcteur. Alors d'abord, sur la validité de la période d'essai et de son renouvellement. C'est la première étape. On est obligé d'abord de s'interroger sur la validité de la période d'essai, savoir déjà si là-dessus il y a une irrégularité. Et ensuite, on s'intéressera dans un deuxième temps ici sur la rupture du contrat de travail, en l'occurrence la rupture de la période d'essai, pour savoir quelles sont les conséquences juridiques. Et on reparlera après de ce type de plan, notamment en droit du travail, et je vous expliquerai pourquoi c'est vraiment très important. Alors sur la validité de la période d'essai d'abord. À quelles conditions une période d'essai peut-elle être valablement imposée au salarié?
Alors là, je vous le dis tout de suite, quand vous faites des cas pratiques en droit du travail, vous avez intérêt à avoir le plan de cours par cœur en tête. Et en l'occurrence ici, le plan de cours, c'est les conditions de validité de la période d'essai. Donc ici, c'est simplement ce que je reproduis dans la solution en droit. Donc j'explique que, toujours en citant les textes, que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être stipulées dans la lettre d'engagement, le contrat de travail. Et la Cour de cassation ajoute qu'elle doit être fixée dans son principe et sa durée par une clause écrite. Elle ne peut donc pas être implicite. En l'espèce, ici, pas de problème. Sur ce point, la période d'essai est valable puisque elle est bien prévue par le contrat de travail de Romuald. Simple indication ici, vous vous souvenez peut-être de votre cours sur le CDI, sur les conditions de forme. Le CDI peut être conclu oralement. On parle du principe du consensualisme. Et l'exception, c'est le formalisme. C'est-à-dire qu'on va mettre des conditions de forme. Par exemple, le CDD, le contrat à durée déterminée, doit nécessairement être établi par écrit. Mais on a d'autres exceptions. C'est le cas pour la période d'essai qui doit nécessairement être par écrit. Ici, pas de principe de consensualisme lorsqu'on veut prévoir une période d'essai. Donc, on a vérifié la première condition sur la validité de la période d'essai. Ça, c'est bon. Ensuite, sur la durée de la période d'essai. Une période d'essai de 2 mois stipulée à l'égard d'un salarié relevant de la qualification professionnelle de comptable est-elle valable? Donc là, on reprend les solutions. Donc, on explique toujours une phrase introductive. Vous pouvez commencer directement par dire « Selon l'article L1221-19 du Code du travail, la période d'essai ne peut dépasser » et vous expliquer. Mais c'est toujours bien de faire des phrases introductives ici. Ça permet d'annoncer ce dont on va parler par la suite. Solution en l'espèce, donc là, je donne simplement les durées qui dépendent. Alors, classification conventionnelle, j'ai mis ce terme-là, c'est peut-être pas le meilleur mot. On peut peut-être parler de catégorie professionnelle, puisqu'en réalité, au sein même de la catégorie d'ouvriers et d'employés, par exemple, on va retrouver plusieurs niveaux de classification conventionnelle ou classification professionnelle. C'est ce qui est prévu par la convention collective. Bref, ça n'a pas de réelle importance. Donc, en l'espèce, le contrat de travail stipulait que la période d'essai de Romuald était d'une durée de 2 mois. Pour la catégorie professionnelle employée, les textes précisent bien que la période d'essai initiale est normalement d'une durée de 2 mois. Donc ici, on estime qu'il relève en tant que comptable probablement de la catégorie. On n'a pas de certitude, donc on le met au conditionnel, de sorte que ici, pas de problème. Dans le cas pratique, ça semble valable. Alors, simplement aussi parce que les mots comptent. Si je mets stipule ici, c'est parce qu'un contrat de travail stipule. En fait, il y a l'idée, on peut utiliser le terme de stipulation quand il y a l'idée de 2 parties qui ont conclu un contrat. C'est pour ça qu'on ne dit jamais que la loi stipule, puisque une loi en fait est unilatérale, c'est pas un contrat. Sur le renouvellement de la période d'essai. Alors là aussi, il y a pas mal de conditions. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment votre cours de droit du travail. C'est le plan que j'utilise dans les fiches de droit du travail. C'est les conditions de la période d'essai. Mais on a des conditions qui tiennent au renouvellement de la période d'essai. Une période d'essai de 2 mois peut-elle faire l'objet d'un renouvellement pour la même durée? Donc la solution ici, la période d'essai initiale peut faire l'objet d'un renouvellement. C'est possible. Pourquoi? Parce que le but, on explique, c'est de permettre à l'employeur de vérifier encore si le salarié va correspondre au niveau de ses aptitudes professionnelles au poste de travail, mais on doit respecter plusieurs conditions. Donc là, vous voyez, je mets des mots, des connecteurs logiques, si vous voulez, qui permettent au correcteur de bien suivre votre raisonnement. D'abord, ensuite, en outre, en énonçant toutes les conditions. Donc, le renouvellement ne peut se faire qu'une seule fois. Il faut qu'un accord de branche étendu le prévoie. La possibilité de renouveler la période d'essai ne se présume pas, etc. Donc, je ne vais pas énoncer toutes les conditions, mais vous avez compris l'idée. Et puis, condition importante, celle-ci, il faut celle-ci qui posait problème en l'espèce, un accord express des parties, et c'est même cette condition qui, en pratique, pose extrêmement problème. Donc, en l'espèce, tout simplement, on vérifie les conditions, et ici, on explique que la condition tenant au renouvellement de la période d'essai par accord express des parties, au cours de la période initiale, n'est pas satisfaite, donc on explique, et la conclusion, c'est que le renouvellement de la période d'essai n'est pas valable, et Romuald peut contester la rupture de son contrat de travail. Alors, 2 choses. Vous voyez ici que dans la solution en l'espèce, je saute une ligne et je fais un nouveau paragraphe à chaque fois que je vais vérifier que la condition est satisfaite. Et c'est ici, sur le dernier paragraphe, la dernière condition, que je vois que ici, la condition n'est pas satisfaite. Que font la plupart des étudiants à ce stade? Et bien tout simplement, ils s'arrêtent et ils passent au cas pratique suivant. En fait, c'est le problème des cas pratiques de droit du travail.
Les deux réels problèmes, à mon sens, sont d'abord la difficulté à trouver un plan. C'est pour ça qu'il faut voir des corrections de cas pratiques, comprendre comment on structure un cas pratique, parce que ça vous permet d'organiser votre pensée, d'avoir une bonne note. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et la deuxième erreur qui découle en fait de la première, toujours sur le plan, c'est que les étudiants ont tendance à ne jamais parler des conséquences juridiques de ce dont ils parlent. Ça, c'est un gros défaut qui est lié en fait à un raisonnement non juriste. La plupart des personnes qui viennent consulter un avocat, par exemple pour un problème en droit du travail, disent « Oui, est-ce que mon employeur a le droit de faire ça ?» C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? Ah, il n'a pas le droit, alors je vais faire un procès. Sauf que la vraie question, c'est pas est-ce que l'employeur a le droit ou est-ce qu'il n'a pas le droit? C'est est-ce qu'il a le droit? Et s'il n'a pas le droit, que risque-t-il? C'est ça la vraie question. Puisque, et c'est parfois difficile à expliquer à des salariés, oui, peut-être que votre employeur n'a pas le droit de faire ça, mais si vous faites un procès et que vous allez devant le conseil des prud'hommes, bah, vous pourrez vraisemblablement presque rien demander. Si on a regardé les conséquences juridiques et qu'on voit que le montant qu'on peut demander à l'employeur est faible, bah oui, il y a bien une inégalité, mais les conséquences juridiques sont tellement faibles que ça ne servira à rien de faire un procès. Vous, en tant que juriste, c'est pour ça que vous devez toujours vérifier dans un cas pratique quelles sont les conséquences juridiques. Donc c'est la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail hors période d'essai permettait au salarié de demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là, on explique tout, c'est pour ça que j'ai un peu détaillé. Ce qu'il faut expliquer, donc on reprend depuis le début. Le droit du licenciement ne s'applique pas à la rupture de la période d'essai. Donc ici, on peut rompre unilatéralement et discrétionnairement la période d'essai. Ensuite, on explique toutefois que, et c'est ici, lorsque le renouvellement de la période d'essai n'est pas valide, à défaut d'accord express entre le salarié et l'employeur, la Cour de cassation juge que la rupture est intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai. C'est le risque. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'employeur ne peut rompre le contrat qu'en respectant la procédure de licenciement. En fait, on est hors période d'essai. Donc, c'est plus les règles sur la période d'essai qui s'appliquent, mais les règles prévues pour le droit du licenciement. Et donc, ça s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ici, puisque l'employeur n'invoque aucune cause de licenciement. Et puis, en plus, il n'a pas respecté la procédure de licenciement. Donc là, on explique qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut demander le bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc. etc. Et puis en l'espèce, on conclut, il n'a pas donné son accord, donc ici la rupture sera analysée par les juges comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc il pourra demander notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, et là il faut le préciser, au regard de son ancienneté, simplement 2 mois, le montant de l'indemnité qu'il pourra obtenir sera très faible en application de l'article L1235-3 du Code du travail. Donc là en pratique, si c'était un salarié qui venait vous voir, vous consulter en tant qu'avocat, vous pourriez lui expliquer que ça vaut peut-être pas la peine, si c'est les seuls griefs qu'il reproche à son employeur, pour un aussi faible montant, de saisir la juridiction prud'homale, puisque ça va prendre du temps, il y aura les coûts liés à l'avocat, etc. C'est possible, évidemment, mais il faut peser le pour et le contre. Il ne s'agit pas, vous l'avez compris, de savoir s'il y a illégalité ou pas, il s'agit de regarder les effets juridiques. Voilà pour la correction du premier cas pratique.